Voilà, c'est parti. Bonjour mes amis. Vous me connaissez, je suis le docteur Vincent Multinguer, gériatre à l'hôpital de Digne. Alors pour une raison que j'ignore complètement, on devait se retrouver cet après-midi, on devait avoir cours à l'IFSI pour le deuxième cours sur les troubles neuropsychiatriques, donc toutes les manifestations neurocomportementales chez les patients âgés. Pour une raison que j'ignore, le cours n'a pas pu avoir lieu, on a dû se planter quelque part, c'est évidemment pas de ma faute, hein, c'est clair, mais bon, le cours n'a pas pu avoir lieu, et puis apparemment vous avez un emploi du temps très chargé, et moi aussi d'ailleurs, ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver une autre date, on va y arriver. Donc j'ai tenu à vous enregistrer ce cours, parce que je savais que vous trépigniez d'impatience pour attendre la suite du cours et je ne pouvais pas vous laisser comme ça dans l'incertitude et l'expectative la plus totale. Donc j'enregistre le cours, il est à disposition. Bien entendu, vous n'aurez pas les questions, parce que pour avoir les questions que je vous poserai à l'examen, il faudra assister au cours. Donc il faudra venir et on va essayer de trouver une date avec les enseignants, quoi. Voilà, donc on bascule sur le diaporama. On parlait des troubles neuropsychiatriques et la dernière fois, on avait vu, attendez, excusez-moi un instant, je bascule sur le diaporama, voilà. On avait vu la dernière fois, on avait repéré les troubles, finalement on avait fait de la sémiologie. Maintenant, on va évaluer leur gravité et leur retentissement. Très important, on va essayer de comprendre l'origine des troubles et puis on verra un petit peu de prise en charge non médicamenteuse et d'utilisation raisonnée des médicaments. Alors, l'évaluation des troubles, on va utiliser des grilles d'évaluation, mais surtout des échelles. La première chose, c'est quand même de faire une analyse clinique. Trop souvent, on m'appelle en EHPAD en me disant il faudrait voir monsieur ou madame X ou machin, il est agressif. Ah, oui, d'accord, agressif. Mais enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est agressif. Qu'est-ce que vous appelez de l'agressivité ? D'abord, c'est comment ça se manifeste, c'est physique, c'est verbal, ça pose problème. Donc, effectivement, c'est bien de faire un minimum d'analyse clinique pour savoir les circonstances de survenue du trouble, à quelle heure, c'est le matin, c'est la nuit, c'est l'après-midi, à quel endroit, pendant la douche, pendant quelle activité, pendant la douche, pendant la toilette, pendant les repas, au cours de quelle activité, avec quelle personne. Est-ce que c'est avec tous les soignants? Est-ce que c'est avec un soignant en particulier? Est-ce que c'est avec les hommes? Est-ce que c'est avec les femmes? Est-ce que c'est avec d'autres pensionnaires? Le patient, qu'est-ce qui se passe finalement? Que fait-il? Que dit-il? Que ressent-il? Le soignant, même question, que fait-il? Que dit-il? Que ressent-il? Et puis l'évolution, quel est l'effet de l'intervention ou de la non-intervention du soignant sur le trouble? Quelle est la durée du trouble? Quelle est sa fréquence? Et puis enfin, est-ce que ce trouble du comportement est un problème? Si c'est un problème, pour qui est-ce un problème et pourquoi est-ce un problème? Alors, on va utiliser bien entendu le gold standard, hein, comme on dit, la référence, le gold standard, qui est le Neuropsychiatric Inventory que je vous ai présenté la dernière fois, qui regroupe les différents troubles du comportement. Donc là, je les ai remis dans l'ordre qu'on les retrouve, dans l'ordre, je vais essayer de parler français, dans l'ordre où ils sont listés dans l'échelle NPI, qui ne correspond pas forcément à la fréquence, et donc c'est les 12 troubles qu'on a vus la dernière fois, on ne va pas revenir dessus, on les retrouve, et donc pour chaque trouble, on va mesurer la fréquence du trouble, la gravité du trouble et finalement son retentissement. Et donc on va avoir un score et bien entendu la gravité des troubles du comportement, parce que plusieurs troubles peuvent être associés, la gravité des troubles du comportement va donner une idée du retentissement. Et dans l'idéal, il faudrait faire des échelles NPI avant et après la prise en charge, médicamenteuse ou non médicamenteuse, pour voir si ça baisse, au moins pour évaluer l'efficacité de la prise en charge. Pour évaluer la dépression, je vous ai dit que la dépression était quelque chose, une pathologie extrêmement fréquente et finalement extrêmement importante à repérer, et à diagnostiquer et à traiter. Bien entendu, la clinique de la dépression chez le sujet âgé n'est pas tout à fait la même que la clinique de la dépression chez le sujet jeune. Et donc, on va utiliser
une échelle qui permet de détecter un petit peu ou de confirmer son impression. Donc la belle échelle qui est validée, c'est la Geriatric Depression Scale, la GDS, qui a été validée à 30 questions, hein, on répond par oui ou par non à ces 30 questions. Elle a été développée, je crois, par l'équipe de Yezevej, qui est un psychiatre américain, new-yorkais, je crois, et validée en français. Et puis, donc un peu longue à passer, mais utile, moi j'utilise assez souvent. Et puis une échelle qui prend vraiment pas longtemps, qui a été validée en français par l'équipe du professeur Jean-Pierre Clément, psychiatre de la personne âgée à Limoges, un de mes maîtres. Et cette échelle mini-GDS comprend 4 questions, auxquelles on demande aux patients de répondre par oui ou par non. Vous sentez-vous souvent découragé et triste ? Avez-vous le sentiment que votre vie est vide? Êtes-vous heureux la plupart du temps? Et enfin, avez-vous l'impression que votre situation est désespérée? Donc, avez-vous le sentiment que vous êtes découragé et triste? Oui, non, oui, non, oui, non, etc. Et quand, donc, bien entendu, les 2 premières questions, c'est non, la 3e question c'est oui, la 4e question c'est non. Donc si on a ces réponses, non, non, oui, non, le score est à 0. Clairement, si on a un score à 0, il est quand même peu probable que le patient ait une dépression. Donc je trouve que pour la détection des troubles, c'est pas mal. Si vous avez un score supérieur à 1, vous ne pouvez pas vous contenter de ce score pour poser un diagnostic de dépression, il faut aller plus loin. Une façon d'aller plus loin, c'est utiliser tout simplement les critères du DSM-5. Vous savez, le DSM, c'est un manuel, là aussi américain, hein, qui a pour but d'harmoniser les pratiques et de fixer des critères qui soient utilisables par tout le monde, dans tous les pays du monde, dont le but est de permettre finalement la réalisation d'études. Pardon. Et donc cette échelle de mini-GDS comporte plusieurs questions. 9 questions pour être précis, et vous voyez que pour que l'on puisse poser un diagnostic de dépression, il faut que le patient ait au moins 5 symptômes, parmi les 9, dont au moins un symptôme de premier rang. Donc on retrouve la clinique de la dépression qu'on avait vue la dernière fois, les symptômes de premier rang étant l'humeur dépressive, présente la plus grande partie de la journée, et le deuxième symptôme, c'est une diminution marquée d'intérêt et du plaisir pour toutes les activités, ce qu'on appelle l'anédonie. Donc il faut qu'il y ait au moins une tristesse ou une anédonie, ou les deux. Et puis les autres symptômes. Donc c'est une échelle pour la dépression tout venant, hein, pas spécifique pour la personne âgée. Perte de poids, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement, fatigabilité ou perte d'énergie, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité. En un mot, c'est un peu les idées délirantes. Souvent, ça signe quand même une dépression sévère, hein, éventuellement une mélancolie. Diminution de l'aptitude à penser, à se concentrer ou indécision. Et enfin, la question qu'il faut vraiment poser, hein, c'est les idées de mort récurrentes, les idées suicidaires ou les antécédents de tentatives de suicide. Pourquoi ? Parce que le risque suicidaire, c'est la complication de la dépression. Et autant il y a deux pics de tentatives de suicide, le moment de l'adolescence, jeune adulte, et la vieillesse. Au moment de l'adolescence, beaucoup de tentatives restent des tentatives, fort heureusement, il y a peu de suicides réussis, alors que chez les patients âgés, on estime que finalement une tentative sur 2 aboutit à un suicide réussi. Donc c'est un vrai problème de santé publique, le suicide du sujet âgé. Donc on va utiliser une échelle d'évaluation qu'on appelle l'échelle RUD, avec 4 domaines: le risque, l'urgence et la dangerosité. Alors le risque, c'est assez simple. On va évaluer le risque en fonction du sexe du patient, le sexe masculin étant un risque plus important, l'âge supérieur à 70 ans, des conditions de vie, la solitude, l'isolement, le veuvage, bien entendu des antécédents de dépression,
a fortiori des antécédents de tentatives de suicide, et puis enfin l'existence de maladies chroniques qui là aussi augmentent le risque de passage à l'acte suicidaire. Ensuite, on va évaluer l'urgence. Est-ce qu'il s'agit juste d'un scénario suicidaire qui a été évoqué? Bon, voilà, un jour je vais me foutre en l'air, je vais me tirer une balle. Bon, est-ce qu'il y a un scénario qui est élaboré? Je vais faire comme ci, comme ça, je vais stocker des médicaments, j'ai une arme à feu, je vais me procurer des cartouches, j'ai une corde, j'ai un point pour fixer ma corde et je vais pouvoir me pendre. Ou enfin, l'acte est planifié. Ça va se passer tel jour à telle heure de telle façon. Bien entendu, plus on va vers la planification et plus le risque est majeur, parce que là, il y a vraiment une urgence à agir. Et puis enfin, la dangerosité, c'est-à-dire le rapport entre le moyen létal utilisé et la disponibilité du moyen létal envisagé. Donc, par ordre de dangerosité croissante, il y a les médicaments. Je vais bouffer une boîte de Lexomil. La phlébotomie, je vais m'ouvrir les veines. Alors là, ça devient un peu plus sérieux. La noyade, la pendaison, le train, la défenestration et l'arme à feu. Donc tout dépend de la disponibilité du moyen létal envisagé. Les médicaments, le patient qui dit je vais prendre une boîte de Lexomil, bon. Mais le patient diabétique sous insuline qui dit je vais m'injecter toute l'ampoule d'insuline, ou le patient qui est sous anticoagulant qui dit je vais me prendre la boîte de Préviscan ou de Syntron, là effectivement on sait qu'il y a une dangerosité qui doit être modulée. Phlébotomie, pareil, certains patients peuvent vraiment arriver à mettre leur... si effectivement on peut arriver à une plaie artérielle, ça peut entraîner un décès. Et puis, bien entendu, arme à feu. Donc le patient qui dit je vais me suicider en me tirant une balle dans la tête et qui est chasseur, alerte rouge. Le patient qui dit je vais me jeter sous le train et qui habite à Magastres. Alors Magastres, vous qui êtes à l'IFSI de Digne, vous devez connaître. Hein. Bon, pour les autres, j'explique. C'est un petit village qui est en allant vers les gorges du Verdon, entre Mézel et vers les gorges du Verdon, vers la Palude. Et c'est un petit village, d'abord la route pour y aller, bon courage, c'est une piste. Et je crois qu'il y a 3 habitants, ou 5 habitants à l'année. Donc il n'y a pas de train à Magastres. Donc l'habitant qui habite à Magastres et qui dit je vais me jeter sous le train, bon voilà, donc la disponibilité. Donc voilà, il est important d'interroger le patient. Alors ne croyez pas qu'en posant ces questions, vous augmentez le risque suicidaire. Il y a des études qui ont clairement été réalisées et ça n'augmente pas le risque. Donc on peut y aller. Et puis souvent, c'est très étonnant, mais les patients sont soulagés de pouvoir en parler. Donc il ne faut pas hésiter, il faut avoir le courage, il faut se lancer, et il faut poser ces questions aux patients et aller plus loin. Vous verrez, vous les soulagerez. Troisième point, probablement un des plus importants, comprendre l'origine du trouble. Donc on va d'abord parler des troubles neurocognitifs majeurs. On ne va pas trop parler de pathologies psychiatriques associées, mais sachez qu'il y a un chevauchement assez fréquent entre des pathologies psychiatriques et des pathologies neurodégénératives. Et puis surtout, on a des patients, des jeunes schizophrènes qui deviennent des vieux schizophrènes, ou des patients qui vieillissent avec une bipolarité. Et donc effectivement, les manifestations se modifient. Et puis on verra enfin les facteurs prédisposants, précipitants, favorisant, déclenchant ou aggravant le trouble cognitif. Alors, dans la maladie d'Alzheimer, je vous présente l'étude, une méta-analyse qui a été publiée en 2015, la méta-analyse de Zhao. Alors, je crois que vous ne voyez pas mon pointeur, je le mets à tout hasard, mais c'est bien dommage, je pense que vous ne le voyez pas, ma souris. Dans cette méta-analyse,
On a, donc, vous savez, les méta-analyses, ça va cumuler plusieurs études et on va faire une grosse étude avec des gros effectifs. C'est ce que l'équipe de Zhao, qui doit être probablement un asiatique, un chinois ou un japonais, a fait en 2015. Donc on retrouve, pardon, c'est en anglais, on retrouve ce qu'on avait vu la dernière fois. Le trouble le plus fréquent dans cette méta-analyse, c'est l'apathie. Bon. Et ensuite arrive à peu près à égalité la dépression, l'agressivité, l'anxiété et les troubles du sommeil. Et puis vous voyez que l'euphorie, les hallucinations, la désinhibition, donc ça c'est à l'extrême droite, c'est quand même beaucoup moins fréquent dans la maladie d'Alzheimer. Et puis entre les deux, on va trouver de l'irritabilité, des troubles de l'appétit, des comportements moteurs aberrants et des hallucinations. Donc finalement, on va dire l'apathie qui domine par sa fréquence, 49%, un groupe où on est à 40% à peu près, dépression, anxiété, agressivité et troubles du sommeil, 40%, de l'irritabilité, des troubles de l'appétit, des troubles du comportement moteur et des hallucinations à environ 30-35% et beaucoup plus rarement quand même de la désinhibition, des hallucinations et de l'euphorie. Donc ça c'est vraiment dans la maladie d'Alzheimer, j'insiste. Et bien entendu, vous faites le compte, et ben on est à plus de 100%, bien entendu, parce que ces troubles sont souvent cumulés et les patients peuvent avoir différents troubles associés, ce qui fait un total bien supérieur à 100%. Après ça, on peut s'interroger, donc ça c'est l'échelle que je vous ai montrée, c'est à peu près pareil, hein, c'est ce qu'on avait vu. Et puis ça c'est une vieille étude, mais je l'aime bien celle-là, c'est l'étude de Jost, qui est parue, ça date un peu, en 1996, et cette étude s'est intéressée à l'apparition des troubles psychocomportementaux dans les mois qui précèdent et dans les mois qui suivent le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc le titre de l'étude, c'est The Evolution of Psychiatric Symptoms in Alzheimer Disease. Voilà. Pardon pour mon anglais, mon accent anglais qui est extrêmement mauvais. Donc voilà. Donc on a des troubles qui apparaissent 36 mois avant le diagnostic, 3 ans, 2 ans, 1 an, et puis des troubles qui apparaissent après le diagnostic. Donc on va surtout s'intéresser à ceux qui apparaissent avant le diagnostic, donc finalement on ne sait pas que le patient a une maladie d'Alzheimer, mais on est déjà alerté par des troubles qui sont plutôt des troubles de la sphère psychiatrique, et le plus précoce, c'est le repli social. Le repli social va apparaître 3 ans avant le diagnostic. 2 ans avant le diagnostic, on va voir apparaître de la dépression et des idées suicidaires. Et puis, à peu près 1 an avant le diagnostic, on va voir apparaître de la paranoïa, des modifications des rythmes diurnes, en fait c'est des troubles du sommeil finalement, de l'anxiété, et puis les autres vont apparaître plutôt après le diagnostic. Donc c'est intéressant parce que finalement quand on fait une étude rétrospective des modifications comportementales d'un patient, et bien a posteriori on va relier des troubles comportementaux à une maladie d'Alzheimer au moment où le diagnostic est fait, ou au contraire, on peut faire une espèce de rétro-planning pour rechercher des modifications comportementales 1 an, 2 ans, 3 ans, et même plus longtemps avant l'apparition ou le repérage des troubles, et on s'aperçoit que les troubles comportementaux peuvent apparaître donc dans cette étude, jusqu'à 3 ans avant le diagnostic. Un petit focus sur la maladie à corps de Lévy. Vous savez que c'est mon dada, la maladie à corps de Lévy. Je crois que j'en ai encore vu 3 aujourd'hui. Et franchement, j'avais des critères pour. Là aussi, les manifestations psychiatriques, elles sont fréquentes, à commencer par les hallucinations visuelles et les sensations fortes de présence. Les hallucinations visuelles étant un des critères majeur du diagnostic, des troubles de la familiarité avec la non-reconnaissance du conjoint. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Capgras, où le patient a l'impression que son conjoint a été remplacé par un sosie. J'ai un patient l'épouse d'un patient qui m'avait rapporté cette anecdote. Il avait dit à sa fille, donc vous me suivez, le patient avait dit à sa fille,
en parlant de sa femme. Qui c'est la blonde qui fouille dans les placards de ta mère? Qui c'est la blonde qui fouille dans les placards de ta mère? La blonde en question, c'est évidemment sa femme. Et donc c'est temporaire parce qu'il suffit que la dame en question quitte la pièce et revienne 10 minutes plus tard et le patient va reconnaître parfaitement son épouse et il pourrait même lui dire que tu vas pas me croire, hein, mais il y a 10 minutes, il y avait une dame qui te ressemblait, je sais pas ce qu'elle cherchait dans ta cuisine, mais elle te ressemblait, elle était même habillée pareil. Et puis, on observe également là aussi, deuxième critère diagnostique de la maladie, des troubles du comportement sommeil paradoxal, avec souvent des rêves agités, ce qu'on appelle des rêves vivides, où le patient a l'impression d'être acteur de ses rêves, et puis dans les critères de soutien, de la dépression, de l'anxiété, des idées délirantes, en sachant que il semble bien que la dépression et l'anxiété soient encore plus fréquentes que dans la maladie d'Alzheimer. Alors on n'a pas d'études et de méta-analyses comme on a pour la maladie d'Alzheimer dans la maladie à corps de Lévy, parce que c'est une maladie qui est moins connue, qui est plus jeune. Je vous rappelle que les premières descriptions doivent remonter à 1976 par Kenji Kosaka, qui est un japonais qui était le premier à décrire la maladie à corps de Lévy diffus. Les premiers critères diagnostiques, c'est 1997, le consortium, avec à sa tête Ian McKees. Et les derniers critères, c'est 2017, avec toujours le même consortium, auquel appartient le professeur Frédéric Blanc, auquel je rends hommage et que je salue s'il tombe sur ma vidéo. Grande admiration pour Frédéric, qui est le spécialiste français de la maladie à corps de Lévy, qui est sur Strasbourg. Voilà. Ensuite, donc maladie à présentation psychiatrique, là on va peut-être un petit peu avancer. En tout cas, je voudrais juste vous dire que en 2020, donc voilà, ça vous avez en bas les références de l'article, Research Criteria for the Diagnostic of Prodromal Dementia with Lewy Body, McKees Neurology 2020. Donc c'est des critères de recherche pour diagnostiquer des formes précliniques prodromales de maladie à corps de Lévy. Et donc effectivement, c'est des patients qui n'ont pas de démence. J'insiste, ils n'ont pas de démence. Et ils ont des manifestations souvent comportementales prodromales. Et le cas clinique que je vous avais présenté la dernière fois, je ne vais pas vous le représenter aujourd'hui, est l'exacte illustration de ce type de pathologie où les premières manifestations peuvent être vraiment psychiatriques, avec de l'apathie, avec de la dépression, avec de l'anxiété et avec des comportements sommeil paradoxal ou avec des états assez brutaux, assez paroxystiques, d'agitation onirique, de cris, de sensations de rêve éveillé, de cauchemars récurrents, ou même des agitations nocturnes paroxystiques qu'on n'arrive pas bien à catégoriser. Faut penser à la maladie à corps de Lévy. Donc ça c'est mon cas clinique, hein, mon pharmacien qui a une maladie à corps de Lévy préclinique, asymptomatique finalement, qui va très très bien. Et depuis, ça fait 2-3 ans que je le suis, il va très très bien, il est sous rivastigmine et sous mélatonine et il n'a plus de problème. Mince, attendez, excusez-moi, j'ai un problème de batterie. Ne quittez pas, on revient tout de suite, petite pause. Voilà, en branchant sur le secteur, ça va quand même mieux marcher. Donc, ensuite, dernière maladie neuroévolutive dont je voudrais vous parler, c'est la démence frontotemporale. Alors j'ai laissé le critère, enfin le vocable des dégénérescence lobaire frontotemporale, DLFT. Sachez que depuis un article de Beuve qui est sorti en 2022, on reparle à nouveau, tout au moins dans la dégénérescence lobaire frontotemporale dans son variant comportemental, on reparle, donc je trouve qu'on revient un peu en arrière, mais bon, on reparle de démence frontotemporale, bon c'est tout à fait synonyme, et la démence frontotemporale dans son variant comportemental est une maladie à présentation psychiatrique. Je rappelle les critères de Raskowski,
désinhibition comportementale précoce, comportement social inapproprié, perte des convenances ou perte de politesse, acte impulsif, irréfléchi, voire imprudent, apathie et ou inertie, perte de sympathie ou d'empathie, réponse diminuée aux besoins et aux sentiments des autres personnes, baisse de l'intérêt social, altération des relations interpersonnelles, émoussement affectif, comportement persévératif, stéréotypé et ou compulsif obsessionnel, avec soit des mouvements répétitifs, soit des comportements compulsifs ou ritualisés, soit des stéréotypies verbales, et peut-être le critère qui est le plus qui permet le plus de distinguer la démence frontotemporale d'une pathologie psychiatrique primaire, c'est l'hyperoralité, avec les changements d'habitudes alimentaires. J'avais pas très longtemps suivi une conférence ou un cours d'un Canadien sur le sujet, et il parlait de changement de diète. Alors, donc je suppose que c'est les goûts, le régime alimentaire. Et donc on observe des modifications des préférences alimentaires, des patients qui vont d'un seul coup avoir une appétence pour le sucré, ce qui est fréquent chez les patients âgés, mais là vraiment c'est très marqué. Une gloutonnerie des patients qui vont manger très rapidement, souvent se remplir, ça peut poser des problèmes en termes de prise de poids. Et puis on peut avoir des consommations d'alcool, de cigarettes, et puis surtout cette hyperoralité avec une expression orale, et puis exploration orale, et avec une consommation d'objets qui sont à la base non comestibles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ce critère d'hyperoralité, quand on le retrouve, est probablement celui qui est le plus déterminant pour poser un diagnostic, si les autres critères sont remplis évidemment, de démence frontotemporale variant comportementale. Alors là où c'est compliqué, c'est que bien souvent, la présentation des DFT ou DLFT est psychiatrique, et il y a une étude qui est parue en 2011 qui avait étudié de façon rétrospective des patients qui recevaient initialement un diagnostic de maladie psychiatrique. Et on a repéré que 30% on va dire, de maladies neurodégénératives dans cette étude avaient reçu initialement un diagnostic de maladie psychiatrique, donc de pathologie psychiatrique primaire ou de troubles psychiatriques primaires. Et les diagnostics posés à tort, bien entendu, étaient dans l'immense majorité des cas de la dépression, dans certains cas du trouble bipolaire et jusqu'à 5% de schizophrénie. Et en général, vous voyez que les pathologies neurodégénératives qui étaient à la source de ces erreurs, c'était des démences frontotemporales, variantes comportementales, une fois sur deux. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que dans cette étude, il n'y a pas de maladie à corps de Lévy. Or, s'il y a bien une maladie qui peut avoir une présentation psychiatrique et être confondue avec une maladie psychiatrique primaire, ou un trouble psychiatrique primaire, c'est bien la maladie à corps de Lévy. Donc, si je me permettais de faire une étude critique de cet article, c'est de dire, mais où sont les corps de Lévy, quoi? Où il n'y en avait pas, où je ne les avais pas repérés, mais ça, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas dans cette étude, je pense. En tout cas, voilà, attention à ça. Je ne crois pas que je vous ai parlé de ce cas clinique, je vais le faire très rapide. Patiente qui doit avoir 60 ans quand je la rencontre. Les troubles débutent à 56 ans, donc quand même très jeune pour une maladie neurodégénérative, enfin en même temps assez tard pour une maladie psychiatrique, un trouble psychiatrique primaire, et on me la présente comme une dépression atypique résistant à tout traitement. Ah oui, c'est vrai, il y a son mari qui m'apporte un espèce de gros classeur avec tout un tas de... tous les traitements qui ont été proposés, et je m'aperçois que la patiente a reçu tous les antidépresseurs qui existent, tous les antipsychotiques, elle a même eu des séances de CT, de sismothérapie, des électrochocs quand même. Donc elle a eu plusieurs séances d'électrochocs, et tout ça, ça ne marche pas. Bon. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a un comportement, des modifications comportementales qui sont apparues de façon tardive, avec une perte des convenances, et puis elle s'était mise à fumer, un tabagisme tardif et compulsif, qui aurait dû quand même... Alors c'est vrai que les patients psychiatriques, la plupart ils fument, hein. Regardez les patients schizophrènes, la plupart c'est des gros fumeurs,
Bon, donc peut-être qu'en psychiatrie, on n'est pas alerté par ça, mais cette dame ne fumait pas avant. C'est ça qui est quand même très curieux. Elle s'est mise à fumer après 56 ans. Donc elle est vue initialement chez mon ami le professeur Mathieu Secaldi à Marseille, au centre de référence. Et là, le couperet tombe, c'est pas neurologique. Bon. Donc elle est adressée à côté, à Sainte-Marguerite, toujours à Marseille, dans le service du professeur Lançon, avec le tampon de la faculté du CM2R, c'est pas neurologique. Donc c'est peut-être psychiatrique, c'est peut-être une dépression, c'est peut-être un trouble bipolaire. Mais j'en parle rétrospectivement pas avec le professeur Lançon, mais avec le psychiatre qui l'avait suivi, qui me disait mais ça ressemblait à rien. Nous, on nous a assuré que c'était psychiatrique, mais ça ressemblait à rien du tout. Et c'est vrai que le comportement est complètement chaotique, l'agitation est incontrôlable. L'équipe me décrit un comportement qui est provoquant, harcelant, agressif. Ça fait pas bien dépression et ça fait pas vraiment bipolaire, quoi. Donc je la reprends dans le service. Je fais une scintigraphie qui est en haut, les différentes scintigraphies sont en haut à droite, et vous voyez, quand c'est rouge, c'est que ça fixe bien, quand c'est jaune, c'est que ça fixe pas bien, et donc 2016, quand je la vois et quand je demande la scintigraphie, tout le lobe frontal ne fixe pas le radiotraceur. Donc déjà, ça fait pas tellement pathologie psychiatrique primaire. L'IRM est très pathologique, hein. Il y a une atrophie chez le TEN3, une atrophie frontotemporale à 56 ans. Bon, je la vois à 60 ans, mais c'est pas tout à fait ça quand même, hein. C'est pas tout à fait normal. Donc je la renvoie chez Mathieu, chez Secaldi. Alors c'est pas Secaldi qui la reçoit, c'est une de ses assistantes. Pas très chaude pour reprendre la patiente, mais enfin quand même, on te dit que c'est psychiatrique, c'est pas pour nous, patati patata. J'écoute, oui d'accord, enfin, elle a une scintigraphie. Leïla, elle me trouvait tous les arguments Leïla, qui s'appelle la neurologue, elle me trouvait tous les arguments pour pas la reprendre. Oui, mais c'est pas une scintigraphie comme si, je sais pas quoi, bref. Bon, ils me la reprennent. Ils me font la ponction lombaire, normale. Et puis quand même, alors je vous raconte une bonne quand même, on présente le cas clinique devant à l'assemblée biannuelle des consultations mémoire de la région PACA. Donc il y avait tout un aéropage de grands neurologues, de grands gériatres, tous les responsables des consultations mémoire qui étaient là. On était une centaine dans l'amphi peut-être. Et puis, donc on présente le cas. Le docteur Bultinguer nous envoie Madame X pour réévaluation. Bon, j'étais un peu gêné quand même. Et puis au premier rang, il y avait un de mes copains, je ne dirais pas son nom, mais un grand neurologue, un de mes maîtres en plus, et un type quand même très, très, très pointu. Il dit, voyons, c'est psychiatrique. Enfin, voyons, c'est évident, sur un ton un peu suffisant. Enfin, voyons, Bultinguer, t'as rien compris, quoi. Et on fait une étude génétique, et patatras, c'est une mutation C9 au RF72, c'est une forme génétique de DFT comportementale, et le cas clinique a été publié en 2018. Je vous ai mis en haut les références: Major Depressive Disorder, Masking Frontotemporal Dementia Secondary, tout C9 au RF72 mutation, case report. Voilà, donc un magnifique cas clinique de maladie frontotemporale qui a traîné pendant des années en psychiatrie, et si j'avais pas insisté, elle serait toujours en psychiatrie, et maintenant on ne sait pas mieux la traiter, mais on sait qu'elle n'est pas psychiatrique. Bon. Les facteurs prédisposants, aggravants, favorisants, déclenchants, etc. Je voudrais vous parler des réminiscences, quand le passé prend la place du présent. Vous savez, je vous ai appris, j'espère que vous avez retenu, que dans la maladie d'Alzheimer, on avait une amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'en général, le principal signe clinique, ou tout au moins le premier dans la forme prototypique de maladie d'Alzheimer, bien entendu, c'est l'atteinte de la mémoire autobiographique, et qui va toucher les souvenirs récents. Ce qui veut dire que les souvenirs anciens sont parfaitement ancrés dans
dans les souvenirs du patient. Et donc finalement, la nature horreur du vide, et comme les souvenirs des faits récents disparaissent, eh bien on s'aperçoit que des souvenirs anciens reviennent dans le psychisme et que le patient a des espèces de réminiscences d'événements du passé. Et en général, c'est des souvenirs traumatisants. Donc on a des résurgences de traumatisme, de souvenirs et d'événements de la vie. Par exemple, on a des patients qui ont vécu les guerres. Alors, je me souviens très bien, on n'en voit plus beaucoup maintenant, des patients qui ont connu comme combattants la guerre de 39-45, mais j'en ai connu plusieurs, et il y en a un que j'ai particulièrement en souvenir, qui était un monsieur très gentil, puis par moments, il devenait comme fou, et il se barricadait, il faisait des espèces d'accumulation, il prenait les tables, les chaises, il faisait comme une barricade, comme en mai 68, là, il faisait une barricade avec tout ça, et on ne pouvait pas l'approcher. Et en fait, j'ai appris qu'il avait connu la guerre, qu'il avait connu la captivité pendant la guerre de 39-45. Plus récemment, on voit des patients qui ont connu la guerre d'Algérie. Vous savez que la guerre d'Algérie a été, pour ceux qui l'ont vécu, mon père a connu la guerre d'Algérie, il en parlait souvent. Pour ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, il y a eu beaucoup de traumatismes parce que les patients, beau lapsus, les militaires étaient souvent des appelés, donc des jeunes qui faisaient leur service militaire et qui se sont retrouvés à faire la guerre avec des copains à eux qui tombaient sous les embuscades, avec des interrogatoires. Les gens qui ont pu assister à ces interrogatoires ont été traumatisés par la violence de ce que ça pouvait représenter. Et je me souviens très bien d'un patient qui était voltigeur. Apparemment, il m'a expliqué, il était en première ligne en Algérie, et donc qui avait connu tout ça, qui avait connu tous ces traumatismes. Et il m'en parlait comme si c'était aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, il m'appelait mon colonel. Ça me faisait bien rire. S'il y en a bien qui ne suis pas militaire, c'est moi. Il m'appelait mon colonel, parce qu'il devait, voilà, il y a la hiérarchie, le respect. Donc j'étais plus docteur, j'étais mon colonel. Et puis de temps en temps, c'est plutôt des souvenirs, souvent heureusement, c'est souvent des souvenirs heureux, des faits marquants, et qui vont entraîner des réactions un petit peu difficiles à comprendre. Mais une fois qu'on a compris le mécanisme, vous avez des patients qui vous disent, en plein après-midi, je veux rentrer chez moi. Ah oui, mais t'es chez toi là? Ah non, je veux rentrer chez moi. Et quand vous les interrogez, en fait, le chez eux, c'est leur premier lieu de vie. Et donc le lieu de vie actuel perd de sa familiarité et veulent rentrer chez eux dans leur premier lieu de vie. Et puis ça peut être aussi des souvenirs de la vie familiale, avec des réflexions qu'on entend souvent. Mes parents sont toujours vivants. Très amusant, un patient qui a 90 ans qui vous dit qu'il a toujours ses parents. Toujours très difficile, très délicat d'ailleurs, de rétablir la vérité, parce qu'il faut quand même le faire. On ne peut pas cautionner, peut pas cautionner, on ne peut pas alimenter ces pensées erronées en disant oui, je sais, vos parents vont bien. Non, ça, c'est pas possible. Je veux retourner chez mes parents, je dois aller chercher mes enfants à l'école, je dois aller travailler. Ça, si vous êtes soignant en EHPAD, ou en long séjour, ou en gériatrie, c'est des choses que vous avez dû entendre, ça, c'est très fréquent. Et puis, ce qui est sans doute très important, c'est toutes les intrications somatiques. Alors, toutes les pathologies somatiques qui vont favoriser les troubles du comportement. Et il y en a deux auxquels il faut chercher, il faut penser de façon systématique. C'est la rétention aiguë d'urine et c'est le fécalome. Donc la rétention aiguë d'urine est quand même très fréquent chez les patients, surtout chez les hommes, pas que, aussi chez les femmes. On verra qu'il y a des médicaments qui peuvent favoriser cette rétention aiguë d'urine, en particulier les anticholinergiques. Le fécalome, c'est l'impaction fécale, c'est la constipation opiniâtre due à une impaction fécale. C'est très désagréable, probablement très douloureux. Et puis, bon, ça c'est quand même plus facile de s'en rendre compte, la fièvre.
Les douleurs, évidemment, un patient qui a toute sa tête, toutes ses capacités cognitives, va dire qu'il a mal, mais un patient qui a un MMS à 10 peut avoir du mal à exprimer les douleurs. Et puis les troubles sensoriels d'apparition brutale, une surdité, une cécité, ça peut arriver, ça peut arriver. Et ça, évidemment, on peut comprendre que ça peut être source d'agitation et de troubles du comportement. Et puis, il faut penser, bien entendu, aux troubles métaboliques, la thyroïde, le sodium, parce que beaucoup de médicaments, en particulier les antidépresseurs, peuvent entraîner une hyponatrémie, certains antipéleptiques également. Et puis toute pathologie somatique aiguë doit être systématiquement recherchée. Il ne faut pas se contenter de dire que c'est neurocomportemental. Rétention aiguë d'urine, fécalome. J'en ai vu encore un hier, patient très agité, un patient qui a un trouble cognitif un peu diffus avec des séquelles d'AVC. Il est sous l'Eponex parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne à peu près. Le Leponex est très anticholinergique et constipe terriblement. Et j'ai trouvé qu'il avait un abdomen très douloureux, très ballonné et très sensible. Il ne voulait pas qu'on y touche. Et il était agité. Commencez par évacuer le fécalome, on verra ce qui reste. La iatrogénie, les médicaments. Donc, quand vous avez un patient qui est apathique, pensez à tous les psychotropes sédatifs, les antipsychotiques évidemment, les benzodiazépines, les hypnotiques, les antidépresseurs. C'est à peu près la même logique quand un patient qui est hypersomnique, donc là il n'est pas apathique, il dort tout le temps. Pensez à la morphine, pensez au surdosage en morphine. Les psychotropes sédatifs, là aussi, les mêmes, les antipsychotiques, les hypnotiques, les benzodiazépines. J'insiste sur la morphine parce que c'est la somnolence et l'hypersomnie, c'est le premier signe de surdosage. Alors le bon sens, votre bon sens infirmier, votre bon sens de soignant fait qu'un patient qui est sous skénan ou sous actiskénan ou sous morphine par voie orale, qui dort, vous n'allez pas lui donner la morphine. Et vous avez tout à fait raison, parce que vous n'allez pas aggraver, ou plutôt vous allez améliorer le surdosage en morphine en ne lui donnant pas sa posologie de morphine. Vous dites très justement que 1, il dort, il ne faut pas le réveiller, et que 2, s'il dort, il a pas mal. Et bien ça, c'est du bon sens. Mais le risque, c'est les patchs de fentanyl, les patchs de durogésique ou de matriphéne, parce que là, le patch agit pendant 72 heures non-stop, et on oublie que le patient est patché. J'ai appris qu'il y avait un verbe du premier groupe, le verbe patcher. On lui a mis un patch. Je te patch avec un patch de morphine. Tu m'as patché avec un patch de morphine, voilà, etc. Eh bien, on oublie le patch et puis ça continue à diffuser. Le patient s'endort parce qu'il est surdosé et le patch continue à diffuser. Donc, il faut le retirer d'urgence et glacer la zone parce que vous retirez le patch et la morphine continue à diffuser pendant 12 heures. Donc, il faut glacer la zone pour entraîner une vasoconstriction et faire en sorte qu'on arrête les frais et qu'on arrête la diffusion de la morphine intradermique. Voilà. À l'opposé, l'euphorie, la désinhibition, ça peut être les corticoïdes, ça peut être un surdosage en lévothyrox. Pensez que la cortisone, c'est vraiment un médicament qui est très, très euphorisant. Et les hallucinations, ça peut être les anticholinergiques, on va les voir après. Là aussi la cortisone. Certains hypnotiques peuvent donner des hallucinations. La L-Dopa, c'est-à-dire le Modopar, le Cinémètre, à nouveau la morphine et le Tramadol. Donc méfiez-vous comme de la peste des antalgiques de palier 2 et de palier 3, parce qu'on les donne fréquemment, parce que les patients âgés sont des patients souvent douloureux, et ces paliers 2 et ces paliers 3 peuvent être mal tolérés et peuvent entraîner des hallucinations. Alors, les anticholinergiques, justement, donc c'est tout un tas de médicaments qui vont avoir des effets périphériques, constipation, rétention aiguë d'urine, donc vous avez vu, l'impaction fécale, la rétention aiguë d'urine, là on a tout bon, sécheresse buccale,
sécheresse oculaire, tachycardie, hyposudation, bon, ça c'est moins gênant. Et puis ça c'est les effets périphériques, et puis les effets centraux, c'est plus embêtant, hein, de la confusion, des troubles de la mémoire. Tiens, hein. Donc voilà, un médicament qui donne des troubles de la mémoire et une désorientation chez un patient qui a une maladie d'Alzheimer. Hein. Bon, cherchez l'erreur, il ne faut vraiment pas les prescrire. De l'agitation, des troubles du comportement et des hallucinations. Alors quels sont ces fameux médicaments anticholinergiques? Eh bien, il y en a un paquet. Donc on ne va pas tous les détailler. Tous les psychotropes, les antidépresseurs, les antipsychotiques et les anxiolytiques, hélas. Les antidépresseurs, donc on va éviter vraiment les antidépresseurs qui ont un potentiel élevé, un potentiel anticholinergique élevé, à commencer par les tricycliques, le Laroxyl, l'anafranil. Alors clairement, c'est des médicaments qu'on ne doit plus donner chez un patient âgé. Vraiment, je ne comprends pas qu'on... Alors, si un patient est sous anafranil bien toléré, bien équilibré, bon, je pense qu'on peut le continuer. Mais introduire un traitement antidépresseur chez un patient âgé par tricyclique, là, il faudra m'expliquer. Intermédiaire, il y a le déroxate. Donc, celui-là, on va peut-être pas le retenir en première intention. Et vous voyez, ceux qui sont les mieux tolérés, mais il y a quand même un effet anticholinergique, c'est Séropram, Séroplex, citalopram, le Prozac, la mirtazapine, la sertraline. Les antipsychotiques, là aussi vous avez des potentiels élevés. Alors, le Leponex, donc là c'est très paradoxal. Le Largactil, donc ça c'est, je crois que c'est le premier antipsychotique qui a été découvert. Donc pareil, voilà, non, on ne doit plus donner de Largactil chez un patient âgé, même si ça marche très bien. Des effets intermédiaires, le Loxapac, le Zyprexa, le Xeroquel. Je vois beaucoup de prescriptions de Loxapac. Ça, je ne comprends pas. Hein. On verra après, mais je ne comprends pas qu'on donne ce médicament chez un patient qui a une maladie d'Alzheimer. En psychiatrie adulte, sur la schizophrénie, c'est autre chose. Hein, mais bon. Et puis, les effets faibles, il y aurait l'aldol, et surtout le Risperdal et la ripiprazole, qu'on appelle l'Abilify. Et puis un nouveau qu'on attend comme le Messie depuis des années, la pimavanserine, qui n'aurait pas d'effet du tout antipsychotique. Et puis les anxiolytiques, donc toutes les benzodiazepides ont un potentiel faible, bon ça on n'a pas le choix, mais il y en a un qu'il faut vraiment éviter, c'est l'Atarax, parce qu'il a un potentiel anticholinergique élevé, donc celui-là il est interdit. Je ne veux pas voir d'Atarax sur les prescriptions. Et puis il y a plein d'autres médicaments, on va pas tous les citer, des médicaments comme l'Azilix, certains antidépresseurs, certains antiarythmiques, la morphine, la cortisone. Et puis il y a des médicaments qu'il faut absolument éviter, hein, tous les antispasmodiques, c'est anti, il manque un N, antispasmodiques qu'on utilise dans l'incontinence, dans l'incontinence ou l'instabilité vésicale, le ditropan, le ditrane, le Vésicar, les antinauséeux, les antitussifs, antirhiniques, les médicaments du mal des transports, la scopolamine, et puis tous les correcteurs ou médicaments antiparkinsoniens, anticholinergiques, Akinéton, Artane, Lepticure, Parkinane, donc ça c'est non, hein. Ça je veux, voilà, dès que je vois ça sur une ordonnance d'un patient âgé, je vire, voilà, ça dégage. Tous ces médicaments, il ne faut vraiment pas les donner. Je ne sais plus si je vous avais parlé de ce patient, voilà, c'en est l'illustration, un patient qui avait des médicaments anticholinergiques et surtout trop de médicaments, et qui avait un tableau clinique de maladie d'Alzheimer, qui avait même des hippocampes de malade d'Alzheimer, manque de peau, il n'avait que 62 ans, il était schizophrène depuis 65 ans, depuis l'âge de 25 ans, pardon, il était schizophrène à 62 ans. On ne savait pas si c'était les effets de la schizophrénie, l'involution cognitive, ou s'il y avait une maladie d'Alzheimer associée. Eh bien, on lui a fait la ponction lombaire, enfin je lui ai fait une ponction lombaire, qui était complètement normale, donc on a pu éliminer un tableau de maladie d'Alzheimer, on a allégé le traitement, et mon patient est rentré chez lui et il va bien. Voilà. Alors, une particularité, une spécificité gériatrique, c'est le syndrome confusionnel. C'est une manifestation aiguë et réversible
qui va entraîner une grande désorientation dans le temps et dans l'espace, des troubles de l'attention, ce qu'on appelle une perplexité anxieuse. Les patients vont avoir un délire confuso-onirique avec des hallucinations et la vigilance va vraiment être très très fluctuante. Donc ça c'est une particularité gériatrique, c'est une spécificité gériatrique. Ça peut être une complication, un mode de révélation d'un trouble neurocognitif, et le syndrome confusionnel est toujours déclenché par un stress, une chute, une maladie aiguë, un trouble métabolique. Bien souvent, ça peut être le réveil d'une anesthésie générale, un patient à qui vous posez une prothèse de hanche qui a 85 ans et qui se réveille de son anesthésie et qui arrache tous les drains, tous les redons, toutes les perfs et qui veut rentrer chez lui et qui fiche le bazar toute la nuit dans le service. Eh ben, c'est un patient qui a un syndrome confusionnel et qui a peut-être une maladie d'Alzheimer qui n'a pas été diagnostiquée ou détectée auparavant. Enfin, tout ce qui est déménagement entre institutions, ou même des patients qui vont être agressés, un cambriolage, un deuil, tout ça va déclencher un syndrome confusionnel. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle le 1 plus 2 plus 3 de Monsieur Bouchon. Jean-Pierre Bouchon a publié ce 1 plus 2 plus 3 dans la Revue du praticien en 1984, ça ne nous rajeunit pas. Et Bouchon est le père de la gériatrie, un des pères de la gériatrie, et puis surtout c'est un génie parce qu'il a décrit quelque chose d'une simplicité confondante, mais qui explique la plupart des situations en gériatrie et la plupart des décompensations gériatriques. Alors vous allez comprendre. 1 plus 2 plus 3. Le 1, c'est la ligne verte qui descend vers le bas. Donc vous avez ce graphe avec en horizontal, donc comme on dit en abscisse, le temps, et en ordonnée, en verticale, la fonction de l'organe. Donc le 1, la ligne verte, c'est le vieillissement de l'organe. Donc ça, personne n'y échappe, je ne vous apprends rien. Quand on vieillit, tous les organes perdent de leur fonction. Mais vous voyez, en pointillé, il y a le seuil d'insuffisance de l'organe, et la ligne verte n'atteint jamais, à elle seule, le seuil d'insuffisance de l'organe. Ce qui veut dire que le vieillissement à lui seul ne peut pas expliquer la décompensation d'organes. Je répète, le vieillissement à lui seul ne peut pas expliquer l'insuffisance. Il doit forcément y avoir une pathologie surajoutée et des facteurs déclenchants. Alors la pathologie, la voici, c'est la ligne bleue. Donc par exemple, une pathologie d'organe. Dans notre cas de figure, le vieillissement de l'organe, c'est le vieillissement du cerveau, et la pathologie de l'organe, ça va être par exemple une maladie de l'Alzheimer. Alors vous voyez que là, pour le coup, en bas à droite, eh bien, la ligne bleue va finir par franchir le seuil d'insuffisance, donc le seuil de décompensation. Par exemple, on va avoir une entrée en institution impossible à éviter, parce que le patient sera en perte d'autonomie. Et puis, donc 1 plus 2, il manque le 3. Le 3, c'est un événement intercurrent qui n'a rien à voir, donc on est bien d'accord. On parle du cerveau, vieillissement du cerveau, maladie du cerveau, et puis en 3, ça va être quelque chose qui ne va rien avoir avec le cerveau, ça va être une cause précipitante. Par exemple, c'est très à la mode, une infection à Covid-19, par exemple. Donc vous voyez, si je prends la partie droite de mon graphe, chez un patient âgé avec une maladie d'Alzheimer, une infection à Covid-19 va entraîner un épisode d'insuffisance d'organes, peut entraîner un syndrome confusionnel, et dans tous les cas, le patient va devoir être pris en charge à l'hôpital ou en institution parce qu'il franchit le seuil de décompensation, et puis si on arrive à guérir le Covid, il va revenir sur la ligne bleue, mais il reviendra un peu plus bas. Et vous voyez que la même agression, on se met complètement à gauche. Quand vous êtes jeune, vous faites la même infection à Covid-19, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que finalement, vous avez une réserve fonctionnelle qui est bien supérieure et vous ne déclenchez en aucun cas le seuil d'insuffisance. Je ne parle pas de l'orage cytokinique et de la détresse respiratoire due à l'infection sévère à Covid-19. Je vous parle, en l'occurrence, d'une
confusion chez un patient âgé atteint d'une maladie d'Alzheimer. Eh bien, la même pathologie n'entraînera pas de confusion chez un patient jeune. Voici donc le 1 plus 2 plus 3 de Jean-Pierre Bouchon. Et donc les causes fréquentes du syndrome confusionnel, on a vu, c'est l'anesthésie générale. On en revient à nos médicaments anticholinergiques, donc c'est l'introduction récente d'un anticholinergique, ou c'est l'effet cumulatif des différents anticholinergiques, et puis ça va être le stress, le deuil, la perte du conjoint, la chute, la station prolongée au sol, une agression, un cambriolage, ou un déménagement, un voyage, une entrée en EHPAD. Moi je me souviens, j'avais un patient qui avait une maladie d'Alzheimer, et son épouse... drôle d'idée, vous me direz. Hein. Son épouse avait décidé de l'emmener en voyage en Inde. Donc l'Inde, moi j'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien y aller d'ailleurs, mais je pense que c'est un peu le choc des cultures et le choc des civilisations, parce que voilà, je pense que vous arrivez à New Delhi ou à Jakarta, c'est en Inde, hein, rassurez-moi, oui. Donc vous arrivez dans une grande ville en Inde, je pense que vous en prenez plein la figure. Là. Eh bien, évidemment, voilà, le patient avait fait un syndrome confusionnel parce que c'était trop brutal pour lui et rapatrié avec Europe Assistance d'Ardar d'Inde. Donc le voyage en Inde s'était mal passé pour ce patient. C'était quand même une drôle d'idée. Hein. Donc n'emmenez pas vos patients avec un trouble neurocognitif en voyage, surtout si c'est loin, surtout s'il y a du décalage horaire, surtout s'il y a un choc des cultures et des civilisations, ça va être compliqué. Et puis il y a tous les facteurs aggravants, les troubles sensoriels, la surdité, la cécité, les troubles de l'expression, l'aphasie, le manque de temps des soignants est ce que j'appelle un trouble réciproque de la communication, c'est-à-dire que pour communiquer avec nos patients qui sont malvoyants, malentendants, qui ont du mal à parler à cause de l'aphasie, qui ont du mal à comprendre, eh bien il faut du temps et vous n'en avez pas, ou pas assez. Et donc ce manque de temps, le fait de devoir faire les toilettes de façon chronométrée, à 11h il faut que toutes les toilettes soient faites, c'est ce que j'appelle le trouble réciproque de la communication et ça va aggraver la situation. Alors, comment on va prendre en charge ces situations ? On va voir la prise en charge d'abord non médicamenteuse. Donc, on va aller... C'est important, mais on va être obligé d'aller un petit peu vite. Hein. Donc, il va falloir faire de la formation, il va falloir s'appuyer sur la compétence des soignants et sur l'organisation des soins et l'adaptation des services. La première chose à faire, c'est bien connaître le patient et sa pathologie. Ça paraît une évidence, mais il faut commencer par ça. Donc il faut connaître la maladie. Moi je suis quand même souvent surpris de voir que des patients sont en EHPAD, ont une maladie neurodégénérative qui est déjà bien avancée, bien déclarée, hein, et puis je m'aperçois que le diagnostic n'est pas connu. On ne sait pas du tout on ne sait pas du tout la pathologie du patient. Est-ce que c'est un Alzheimer? Est-ce que c'est un corps de Lévy? Est-ce que c'est trouble cognitif vasculaire? Personne ne s'est posé la question. Et puis il faut connaître son histoire de vie, sa personnalité. Il faut analyser le mécanisme, ce qu'on a vu au début du cours. Si possible, comprendre et si possible, éliminer la cause. Il faut connaître les réactions du malade et donc les anticiper. Et puis il faut s'adapter, faut adapter les soins aux patients et pas le contraire. Hein. C'est pas aux patients de s'adapter aux soins et aux soignants, c'est aux soignants et aux soins proposés qui doivent être, l'organisation doit s'adapter aux patients. Il faut surtout expliquer à l'entourage, les familles, les aidants et former les équipes. Là, c'est malheureux à dire, mais on a encore du boulot, quoi. Il faut rétablir la communication, ça c'est important, mais ça va encore mieux en le disant quand même. Donc la première chose, c'est qu'il faut se mettre en face du patient et à la même hauteur. C'est tout bête, mais c'est de la communication non verbale. Si vous êtes au-dessus du patient, vous êtes en position dominante. Et donc vous dominez le patient et quelque part le patient peut se sentir agressé par cette position dominante. Il faut être proche sans être intrusif, c'est qu'il faut
repérer l'espèce de bulle, de sphère d'intimité qui entoure cette sphère virtuelle qui entoure l'individu, et il faut s'approcher le plus possible de cette sphère d'intimité sans la franchir. Parce que si vous franchissez la bulle, la sphère d'intimité, vous êtes intrusif et le patient va réagir. Et donc on arrive à sentir ça, on arrive à sentir les limites de la sphère d'intimité, et puis en gagnant la confiance du patient, à rentrer dans sa sphère d'intimité et s'approcher du patient sans réaction de sa part. On va faire ce qu'on appelle une capture sensorielle, c'est-à-dire qu'on a des sens qui sont affectés par la surdité, les troubles visuels, tout ça. Donc on va utiliser la vue, l'ouïe, le toucher pour attirer l'attention du patient en utilisant ces trois sens à la fois, la vue, l'ouïe et le toucher. On va parler au patient, on va l'appeler par son nom, pas papy, mamie, on l'appelle par son nom, on ne l'appelle pas par son prénom, sauf si vous a demandé expressément, et encore, enfin moi j'appelle jamais les patients par leur prénom, jamais. Puis on va se présenter, on va dire qui on est déjà. On va essayer d'utiliser une voix apaisante, des phrases simples, et on va commencer par écouter, parce que souvent le patient a des choses à vous dire, et on va essayer d'observer le non-verbal. Donc voilà comment on rétablit la communication. Et puis après ça, on peut utiliser des méthodes de prise en charge non médicamenteuses. Alors je vais vous en citer 2 ou 3. La première, une méthode qu'on peut utiliser pour l'opposition et l'agressivité pendant les soins, c'est ce qu'on appelle l'humanitude. Donc c'est une technique de prise en soin qui consiste à expliquer au patient ce qu'on va lui faire, lui proposer comme soin, et finalement c'est une méthode d'acceptation des soins qui nécessite vraiment une formation. Ça nécessite vraiment une formation, mais voilà, quand vous êtes formé à l'humanitude, ça ne marche pas à tous les coups, ce serait trop facile, mais ça marche quand même beaucoup mieux que si vous n'utilisez pas ces techniques. La deuxième technique, c'est pour contrôler l'agitation, la perte des repères, les ekmnésies. Vous vous souvenez, les ekmnésies, c'est ces résurgences, ces réminiscences du passé. Donc on peut utiliser la technique de validation qui a été développée par Naomi Field, qui est là plutôt une technique de communication qui vise à mettre le patient en confiance et à favoriser l'expression des émotions. C'est qu'on va faire en sorte que le patient puisse exprimer ses émotions. Et en exprimant ses émotions, souvent on obtient un apaisement des patients. Là aussi, ça nécessite ça ne s'invente pas, ça nécessite une formation des soignants. Et puis on peut utiliser quelque chose qui est plus simple, qu'on appelle la diversion, où on va détourner l'attention du patient et orienter son attention vers une autre cible. Donc bon, oui, c'est un peu de l'enfumage, mais ça peut marcher, et ça permet souvent finalement de régler un problème, tout au moins de détourner l'attention du patient vers une autre cible, et de faire en sorte que le problème se règle de lui-même, tout au moins de façon temporaire. Et puis, on peut utiliser des ateliers thérapeutiques, des ateliers mémoire, des ateliers réminiscence. Tout ça, ça nécessite vraiment une formation spécifique des soignants. Il est préférable que ces ateliers soient encadrés, supervisés par un psychologue. Les activités doivent être préparées. On ne fait pas une activité sur un coin de table en disant « Tiens, on a 10 minutes devant nous, on n'a rien à faire cet après-midi, on fait un atelier ». Non, il faut préparer l'atelier, préparer les patients, tout ça. Bien entendu, il faut du personnel en nombre suffisant et du personnel formé. Bon, donc ça nous manque un peu. Et souvent, ces ateliers thérapeutiques, c'est quand même emprunté à la psychiatrie, parce que quand on discute avec nos collègues soignants, infirmiers, aides-soignants en psychiatrie, ou nos collègues docteurs en psychiatrie, psychiatres, c'est vraiment les ateliers thérapeutiques, c'est la thérapie institutionnelle, c'est vraiment le pilier de la prise en charge.
Et surtout, là où j'insiste, c'est que les prises en charge non médicamenteuses sous forme d'ateliers thérapeutiques ne doivent pas être la variable d'ajustement. C'est « Ah bah tiens, il y a un atelier prévu cet après-midi, il manque un infirmier ou un aide-soignant, eh ben tant pis, il va s'y coller, il va faire les soins et on supprime l'atelier qui était prévu. » Non, ça c'est insupportable. Je le dis à nos directeurs, à nos cadres, arrêtez de faire ça, c'est pas possible. C'est un soin qui est aussi important que la distribution des médicaments. Ça viendrait à personne de faire sauter la distribution des médicaments parce qu'on n'a pas d'infirmier, et on doit avoir la même réflexion. L'atelier thérapeutique, il est aussi important et il ne doit pas sauter. Et enfin, la psychothérapie. Donc là, attention, ça doit être fait par des psychologues ou des soignants formés à ce type de prise en charge. Le but, c'est souvent d'exprimer, enfin c'est pas souvent, c'est d'exprimer l'expression de traumatisme ancien. C'est une psychothérapie, la psychanalyse, c'est un peu la base, quelque part. Beaucoup plus, on va pas aborder le sujet, mais la prise en charge est souvent longue, nécessiter plusieurs séances. Mais je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, c'est pas parce que vous avez 75 ans que vous avez des traumatismes anciens qu'il faut lâcher l'affaire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et tous ces traumatismes anciens doivent être pris en charge. Voilà, une psychanalyse ou une psychothérapie. Plutôt une psychothérapie, c'est vrai que la psychanalyse c'est quelque chose de long et lourd et de très coûteux en plus. C'est des malins, les psychanalystes, parce qu'ils vous expliquent que ça doit coûter cher aux patients. C'est extraordinaire. Ça doit leur coûter, ça fait partie de la cure. Et puis, il n'y a pas de fin. Donc, non seulement ça vous coûte un bras, et ça doit durer des années. Donc, au niveau marketing, ils sont balèzes, les psychanalystes. Bon, je ne vais pas critiquer, parce que je pense que ça a aidé beaucoup de personnes. Mais voilà. Donc, il faut quand même savoir terminer probablement une psychanalyse. J'ai un copain psychiatre qui avait suivi une longue psychanalyse. Il m'a dit que ça lui avait sauvé la vie. Je lui ai dit, ça t'a coûté cher? Il me dit, oui, une maison de campagne. Et puis après une pause, il ajoute, une belle maison de campagne. Donc vous voyez, ça, je pense que ça coûte cher. Mais je pense qu'il ne regrettait pas non plus de l'avoir fait, sa psychanalyse. Bien, on passe aux médicaments. Dernier point, dernier chapitre, l'utilisation raisonnée des médicaments. Raisonner. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter les recommandations, il ne faut pas faire n'importe quoi, et il faut surtout s'appuyer sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, ou la médecine basée sur des preuves scientifiques. Alors, je reviens juste à l'utilisation, à la prise en charge non médicamenteuse. Eh bien, manque de chance, la prise en charge non médicamenteuse n'a jamais fait preuve de son efficacité. C'est qu'on a des articles mal ficelés qui montrent que ça fonctionne, mais d'abord on n'arrive pas à avoir de groupe placebo, alors c'est quand même difficile de faire activité versus rien en double aveugle, ça je ne sais pas comment on fait, parce que vous savez qu'une étude digne de ce nom... Pardon, professeur Raoult, mais ça doit se faire contre placebo, avec un groupe témoin et en double aveugle. Donc on n'a aucune étude bien ficelée, scientifiquement irréprochable, qui montre que la prise en charge non médicamenteuse est efficace. Et pourtant, tout le monde le dit, tout le monde l'écrit, et c'est dans les recommandations, il faut commencer par ça. Donc au moins, pour la prise en charge non médicamenteuse, on a des études. Essayons de les respecter, s'il vous plaît. Alors, je vais déjà lister des troubles de comportement qu'il faut traiter. Vous voyez, j'ai souligné faux, parce qu'il faut vraiment les traiter, ceux-là. Donc là, il faut vraiment un traitement médicamenteux. Bien entendu, dépression, anxiété, ça tombe sous le sens. Éventuellement, l'exaltation de l'humeur, si cette exaltation est en rapport avec un trouble bipolaire, et probablement uniquement dans ce cas, et traiter également les hallucinations et idées délirantes, mais si celles-ci sont mal tolérées. En tout cas, dépression, anxiété, de toute façon c'est mal toléré, il faut traiter. Les troubles du comportement qu'il est utile de traiter, mais dont le résultat n'est pas garanti. Alors, bien entendu, il y a l'agitation et l'agressivité physique.
l'opposition pendant les soins, la dangerosité vis-à-vis des soignants ou des autres patients. Ça c'est bien utile de les traiter, mais il faut constater faut bien se rendre compte, se rendre à l'évidence que les traitements ne fonctionnent pas bien et que le résultat est loin d'être garanti. Les troubles du sommeil, donc d'abord il ne faudrait traiter que les troubles du sommeil qui posent problème aux patients ou éventuellement qui posent problème à l'entourage. Mais là c'est pareil, parce qu'on a pu voir que seuls les médicaments sont efficaces dans l'insomnie d'endormissement et souvent les patients âgés, les vieux, n'ont pas de difficulté à s'endormir. Ils se réveillent en pleine nuit, ils ne se rendorment pas. Les troubles de l'appétit, parce que, oui, bien entendu, la dénutrition expose à un risque, l'anorexie expose à un risque de dénutrition, et en cas d'obésité, en cas d'hyperoralité, on a un risque d'obésité, un risque de fausse route. Donc pareil, ça c'est pas facile à traiter. Et puis l'irritabilité, l'instabilité, finalement les traitements ne sont pas efficaces, sauf si on arrive à traiter la cause, en l'occurrence la dépression. Ou par exemple un fécalome ou une rétention aiguë d'urine, c'est sûr que si vous drainez la rétention aiguë d'urine, l'irritabilité va disparaître. C'est tout simple et ça marche. Les troubles du comportement, alors là c'est même pas la peine, c'est ou impossible ou inutile à traiter. Donc l'apathie, la différence. Donc on oublie aujourd'hui, on n'a aucun traitement validé. Il y a des études avec le méthylphénidate, mais clairement ça ne marche pas. Et surtout, l'apathie ne pose pas de problème pour le patient, parce qu'il n'en souffre pas. Pour les soignants, un patient apathique, c'est du pain béni pour les soignants. Quand vous faites les transmissions, monsieur machin, il n'a pas bougé de la journée, il est resté sur son fauteuil sans rien dire, sans rien demander. Tu m'en mets 25 comme ça, je prends. Ouais. C'est souvent l'entourage qui souffre. Le seul problème avec l'apathie, c'est que certaines études semblent montrer que l'apathie risque d'aggraver finalement le trouble neurocognitif, mais je ne sais pas si c'est vraiment prouvé. Je ne sais pas si l'apathie en elle-même est un facteur de risque d'aggravation du trouble neurocognitif ou simplement un indicateur de mauvais pronostic, j'en sais rien. La déambulation, dans les comportements moteurs, la déambulation, un patient qui déambule, ne cherchez pas à le traiter, rien ne fonctionne. Fermez les portes pour éviter qu'il sorte, qu'il s'enfuit, qu'il fugue, et puis laissez-le marcher. Je ne vois pas où est le problème, véritablement. L'agitation physique sans agressivité, l'agitation verbale, là, pareil, je pense aux cris, aux patients qui crient en permanence. Là, il n'y a aucun traitement qui est validé. Et puis, si vous essayez de mettre des médicaments, finalement, vous vous rendez compte que le rapport efficacité du traitement sur risque, c'est-à-dire les conséquences, le rapport est vraiment très défavorable. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà. Et donc, les troubles du comportement qui sont très perturbateurs, mais sans traitement efficace, eh bien entendu, la désinhibition avec tous les troubles du comportement à caractère sexuel, les gestes, les paroles déplacées, ou les désinhibitions avec les mictions dans des lieux improbables, ou les manipulations de matière fécale. Ça, les traitements ne fonctionnent pas du tout. De même, l'agitation verbale avec les cris, ça ne fonctionne pas. On a des patients qui passent leur temps à crier, probablement qu'il y a un inconfort, probablement qu'il y a une anxiété, donc il faut aller chercher de ce côté-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les cris? En tout cas, des médicaments anti-cris, je n'ai pas. Donc, de temps en temps, on nous appelle pour mettre un traitement à un patient crieur. Là, je ne sais pas faire, désolé. Alors, les traitements médicamenteux, donc on va utiliser des traitements des troubles neurocognitifs qui sont uniquement symptomatiques, ce qu'on appelle les anti-Alzheimer, qui sont, je vous le rappelle, déremboursés depuis l'été 2018. Merci Madame Buzyn. On n'a pas de traitement spécifique et tous les médicaments qu'on va utiliser sont empruntés ou ont été développés pour la psychiatrie.
et ce qui explique peut-être leur efficacité médiocre et les effets secondaires qui sont très nombreux. Et puis avec tous ces médicaments, finalement, on a peu de preuves scientifiques d'efficacité et des facteurs, des rapports bénéfices-risques qui sont souvent défavorables. Alors, on va voir très rapidement les traitements symptomatiques de la maladie d'Alzheimer. On a deux familles de médicaments. On a les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, qu'on appelle également les IACE. Vous les connaissez peut-être, l'Aricept, l'Exelon, le Réminil. Ces médicaments améliorent ou compensent le déficit en acétylcholine qui est constant dans cette maladie. Bien. Et puis, un médicament dont l'efficacité me paraît plus contestable et dont le mécanisme d'action me paraît un peu obscur. En d'autres termes, j'ai jamais compris comment ça marchait. C'est les inhibiteurs des récepteurs NMDA du glutamate, c'est les BIXA. Bon, ça c'est vraiment très décevable, très décevant, pardon. L'efficacité est discutable. J'invente des mots. Décevable, non, ça n'existe pas. Donc c'est un peu décevant. Le niveau de preuve scientifique de ces médicaments est faible, mais pas nul. Et puis, manque de peau, c'est déremboursé depuis 2018. Clairement, c'est plus beaucoup prescrit depuis. On va utiliser ces médicaments par contre dans la maladie à corps de Lévy, parce que autant donc les deux premiers, Aricept et Exelon, autant je ne me bats plus pour les mettre dans la maladie d'Alzheimer, autant dans la maladie à corps de Lévy, il faut vraiment essayer de les mettre. J'ai vu des patients avec des maladies à corps de Lévy, je mettais un traitement et je les voyais revenir quelques semaines plus tard, et puis le patient, de temps en temps le patient, de temps en temps la famille disait mais c'est formidable votre traitement, ça va beaucoup mieux. J'ai jamais vu un patient avec une maladie d'Alzheimer revenir me dire c'est formidable votre Exelon, ou c'est formidable votre Réminil, ou c'est formidable votre Aricept, ça va beaucoup mieux. Jamais. Parce que dans la maladie à corps de Lévy, il y a un déficit précoce en acétylcholine à partir du noyau basal de Meynert qui est impacté dans cette maladie. Et donc, on va compenser de façon efficace ce déficit qui est précoce et sans doute beaucoup plus profond que dans la maladie d'Alzheimer. Et on va observer une efficacité sur les hallucinations et sur les recommandations. L'utilisation de ces médicaments est recommandée dans toutes les études. Toutes les recos, toutes les études internationales, on recommande l'utilisation ou de Népésil ou rivastigmine. Hélas, le non-remboursement de ces médicaments est un véritable frein à leur utilisation en France. Et puis, il y a un médicament qui est là aussi pas remboursé, un manque de bol, c'est la mélatonine, et ça marche quand même de façon merveilleusement bien sur les troubles du sommeil dans la maladie à corps de Lévy. Donc, deux médicaments indispensables, donépésil ou rivastigmine et mélatonine, deux médicaments non remboursés. Bon. Pas de chance. Dans la DFT comportementale, les antipsychotiques sont contre-indiqués. On voit de temps en temps des anti-Alzheimer qui sont proposés. C'est pas indiqué, hein. Donc franchement, une DFT comportementale, il ne faut pas mettre d'antipsychotiques, il ne faut pas mettre d'anti-Alzheimer. Et on peut mettre des antidépresseurs sérotoninergiques, la trazodone, on en reparlera. C'est un médicament qui a été étudié en particulier par l'équipe de Florence Lebert et Florence Pasquier à Lille, et ça fonctionne pas mal, hein, ça fonctionne même très bien, mais c'est pas très facile à proposer, à prescrire. Alors un mot sur ce qu'on appelle les disease modifiers, c'est tous les médicaments qui vont modifier le cours évolutif de la maladie d'Alzheimer. Donc tous les médicaments qui sont censés guérir ou tout au moins modifier le parcours évolutif de la maladie. Vous avez peut-être entendu parler de l'aducanumab, c'est un anticorps amyloïde, un anticorps monoclonal qui a été donc avec des études un peu contestables quand même, parce que l'étude sur l'aducanumab avait été débutée, donc sur des formes prodromales ou débutantes de maladie d'Alzheimer. Bon, l'étude est arrêtée
pour cause de futilité. En bon français, ça veut dire que les premiers résultats montrent aucune efficacité de l'aducanumab. Par un tour de passe-passe, le laboratoire, qui a beaucoup investi dans son médicament, relance l'étude avec deux bras, le bras Emerge et le bras Engage. Donc c'est une étude mondiale, multicentrique bien entendu, et un des deux bras montre un résultat significatif, Emerge, alors que Engage montre aucun résultat. Alors si, ça nettoie la substance, ça nettoie le cerveau de plaques amyloïdes, mais les patients vont pas mieux. Bon, un peu emmerdant quand même. Mais sur la faible efficacité du bras Emerge, eh bien, il y a une autorisation de mise sur le marché par la FDA, la Food and Drug Administration, aux États-Unis, depuis 2021. Bon, alors vous allez me dire, bah oui, si ça peut améliorer, oui, bien sûr, c'est bien. Sauf que ça donne des ARIA, c'est-à-dire des œdèmes de la substance blanche et parfois même des hématomes de la substance blanche qui peuvent être très embêtants et qui peuvent entraîner des... Bon, souvent ça régresse, mais voilà, il faut faire un IRM tous les ans. Bon. Donc, à quoi un traitement curatif de la maladie d'Alzheimer? Il se trouve que j'étais aux journées scientifiques de la Fédération des consultations mémoire et on a bon espoir parce que on a des médicaments qui ont des résultats prometteurs, des phases 2, des phases 3, qui sont avec des premiers résultats très prometteurs. Donc peut-être qu'on aura un jour un traitement qui va permettre de, peut-être pas de guérir, mais tout au moins de ralentir ou d'arrêter la maladie. Il faudra deux impératifs. Il faudra que le diagnostic soit précis. Donc il faudra absolument faire une ponction lombaire avec les biomarqueurs et le diagnostic devra être posé de façon très précoce. Donc si un jour on a ces médicaments, il faut s'y préparer, on va complètement changer de paradigme de prise en charge des patients et il faudra les voir de façon très tôt, très précoce, rechercher ceux qui ont une plainte cognitive, rechercher ceux qui ont un trouble cognitif, rechercher ceux qui sont amyloïdes plus à la ponction lombaire et proposer le traitement. Voilà ce qui va se passer peut-être dans les 2-3 ans qui viennent si les espoirs sont confirmés. Les autres médicaments sont empruntés à la psychiatrie. Les antidépresseurs, les antipsychotiques, les anxiolytiques, les hypnotiques et les régulateurs de l'humeur. Alors les antidépresseurs, c'est sans doute la classe médicamenteuse la plus intéressante et la plus utile dans nos pathologies neurodégénératives. Que ce soit la maladie d'Alzheimer, la maladie à coeur de Lewy ou la démence frontotemporale, ou même le trouble cognitif vasculaire, on va privilégier des antidépresseurs à demi-vie courte, plutôt avec un faible effet anticholinergique, donc peut-être pas le déroxate, mais le séropram, le séroplex, le Zoloft, moi j'aime beaucoup le Zoloft, la sertraline. On va utiliser des antidépresseurs biaminergiques, sérotoninergique et noradrénergique, l'Effexor, le Cymbalta, voire triaminergique, le Brintellix, le petit dernier. Bon, peu d'études pour le moment chez les sujets âgés et dans la démence. Donc, personnellement, je n'utilise pas le Brintellix pour cette raison. Et puis, d'autres médicaments, il y en a un qui est très intéressant, là, c'est la mirtazapine, vraiment très intéressant ce médicament, qui est un médicament biaminergique également, noradrénergique et sérotoninergique, antidépresseur. Bien. On va éviter, vous avez compris, les tricycliques parce que c'est très anticholinergique, bouche sèche, rétention d'urine, constipation fécalome, glaucome, risque de confusion, risque de baisse de la réserve cognitive, donc c'est vraiment pas le médicament pour nous, pour les patients avec des troubles neurocognitifs, c'est vraiment pas ça. Et en plus, pour tout arranger, ils sont adrénolytiques, ils bloquent les récepteurs alpha-adrénergiques et ça entraîne des hypotensions orthostatiques de folie et ça favorise le risque de chute. On va éviter, malgré toutes ces qualités, également des antidépresseurs qui ont une demi-vie trop longue et qui sont un peu anorexigènes. Et c'est pour ça qu'on va éviter le Prozac, qui reste un excellent antidépresseur sérotoninergique, mais clairement pas chez les vieux. Donc les indications, bien entendu, c'est la dépression caractérisée,
Pour que ça fonctionne, il faut prendre les médicaments tous les jours, donc bonne observance, et il faut les poursuivre au moins 1 an après la rémission totale des symptômes, donc le traitement doit être prolongé. Et puis on va utiliser les antidépresseurs également dans l'anxiété généralisée, souvent à des posologies supérieures. Bien. Les antidépresseurs dans la maladie d'Alzheimer, c'est un peu décevant parce que finalement, on s'aperçoit, on a l'impression que quand on a une dépression qui vient compliquer une maladie d'Alzheimer, l'efficacité est bien moins bonne que dans l'épisode dépressif majeur sans maladie d'Alzheimer. Et puis il y a beaucoup d'études et de méta-analyses qui remettent en cause l'efficacité de ces antidépresseurs. Je vous en cite une. C'est une étude qui est parue en 2011, une grosse étude, professeur Barnegi, et où ils avaient étudié la sertraline et la mirtazapine dans la dépression compliquant la démence, donc en l'occurrence la maladie d'Alzheimer. Ils avaient utilisé donc 3 bras. Ah, ils y vont, hein, c'est pas des doses de tapette. Hein. Ils ont mis un premier bras avec 45 mg de mirtazapine, donc la dose maximum de Norset. Un deuxième bras avec 150 mg de sertraline, donc quasiment la dose maximum de Zoloft. Et un troisième bras avec rien, c'est-à-dire le placebo. Et ils ont étudié la dépression avec une échelle qui est validée, l'échelle de Cornell, qui est une échelle validée dans l'évaluation de la dépression dans la démence. En un mot, c'est une échelle qui permet de détecter, de dépister et de surveiller un trouble une dépression qui survient dans un trouble neurocognitif majeur, en particulier une maladie d'Alzheimer. Bon. Et alors, que s'est-il passé avec ces 3 branches? Eh bien voilà, vous avez ce magnifique graphique où vous avez la ligne bleue, c'est le placebo, donc les gélules vides. La ligne rouge, c'est la sertraline, 150 mg de sertraline, et la ligne verte, c'est la mirtazapine, 45 mg de sertraline. Donc double aveugle contre placebo, c'est-à-dire que ni le patient ni le docteur savaient si le patient prenait une gélule vide, ou une gélule avec 150 mg de sertraline, ou une gélule avec 45 mg de mirtazapine. Bon, donc on voit un petit peu ce qui se passe. Au bout de 13 semaines, donc 3 mois à peu près, on va dire, eh bien tout le monde va mieux. Et puis cette amélioration se maintient pendant à 39 semaines, donc à peu près 9 mois. Bon, donc quand on traite les patients, ils vont mieux. Mais là où le problème, c'est que les médicaments ne font pas mieux que le placebo. Ce qui veut dire que quand vous vous occupez des patients, vous améliorez les patients. Mais dans cette étude, qui a fait quand même pas mal de bruit, hein, c'est un peu le pavé dans la mare, eh bien, la conclusion, c'est que ça ne sert pas à grand-chose de mettre des médicaments. Et encore une fois, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère parce qu'ils mettaient vraiment des doses maximum de médicaments antidépresseurs. Les antipsychotiques, alors clairement, l'indication royale, c'est les hallucinations et les idées délirantes. C'est parfois efficace sur l'agitation. Contre-indication absolue dans la maladie à corps de Lévy, parce que ça aggrave les patients, hein, ça peut même les faire mourir. Et on voit qu'on a beaucoup d'effets secondaires, et tous ces médicaments sont tous anticholinergiques. Vous avez compris, c'est des médicaments que nous, gériatres, les anticholinergiques, on n'aime pas. Et les doses qu'on va utiliser, c'est quand même des doses beaucoup plus faibles qu'en psychiatrie. Donc la référence, celui qui fonctionne encore très bien dans la schizophrénie, qui est très antiproductif, c'est l'aldol, mais on fait quand même mieux. Probablement que le plus ancien, le chef de file, qui fonctionne aussi très bien, c'est le largactyle. Alors il y a ceux que j'appelle les vieux, tertian, largactyle, nosinant, dogmatil, soliant. Tertian, soliant, nosinant, bon, voilà. Tous ces médicaments en on évite. Et
et on va privilégier les modernes. Le Risperdal, évidemment, le Zyprexa, l'Abilify, le Loxapac. Alors, le Risperdal a un profil pharmacologique qui est très proche de l'aldol, avec moins d'effets secondaires, et c'est le seul qui a l'AMM pour le traitement de l'agitation sur une courte durée dans la maladie d'Alzheimer. Je répète, le Risperdal est le seul médicament que l'on peut officiellement utiliser dans la maladie d'Alzheimer. Le Zyprexa, il est plus anticholinergique, mais on peut l'utiliser dans les troubles bipolaires. L'Abilify est un médicament très intéressant car il est peu anticholinergique, on peut l'utiliser également dans le trouble bipolaire. Et puis on a des papiers qui sortent hors AMM dans la maladie d'Alzheimer où l'Abilify pourrait être intéressant. Et puis le Loxapac, lui, il est très sédatif, il est efficace sur l'agitation, mais là il n'y a aucune AMM, aucune recommandation, et pourtant il est très utilisé. Je crois que le Loxapac est un médicament d'urgence de la psychiatrie parce qu'il va sédater le patient qui est très agité, le patient qui casse tout, qui pète tout aux urgences. Vous lui faites 2-3 ampoules de Loxapac IM, ça va aller mieux, on va retrouver un peu de calme, mais ça doit probablement que le Loxapac n'a pas d'autre indication que cette indication dans l'urgence et en psychiatrie adulte. Et puis il y a les atypiques qu'on aime bien, le Xeroquel, qui serait utilisable dans la maladie à corps de Lévy. En France, on n'a pas l'AMM, mais il y a d'autres pays européens qui utilisent le Xeroquel dans la maladie à corps de Lévy. Là, le niveau de preuve scientifique dans la maladie à corps de Lévy, il n'est pas établi. Et le Leponex, alors ça c'est la Rolls, manque de chance, il est très anticholinergique, c'est un peu paradoxal. Je viens de vous dire depuis le début qu'il ne fallait pas utiliser les médicaments anticholinergiques. Et là, je vous dis que celui qui marche le mieux, c'est le Leponex, qui est très anticholinergique. Ça, c'est... Effectivement, il y a un sacré paradoxe, mais c'est le seul que l'on peut utiliser sans souci dans la maladie à cours de Lévy, sans souci au niveau extrapyramidal, j'entends, et qui fonctionne vraiment très très bien, mais bon, avec les limites, des limites de surveillance hématologique, parce qu'il est très toxique pour les globules blancs et les leucocytes, donc il faut faire une numération toutes les semaines au début, et il est très anticholinergique avec des effets secondaires impressionnants. Donc, mais voilà, ça marche en même temps, c'est royal. Donc beaucoup d'effets secondaires, syndrome extrapyramidal, des chutes, des troubles de la nutrition, des troubles de la vigilance, vous avez compris les effets anticholinergiques, et puis ils augmentent tous le risque d'AVC. Donc ça c'est quand même un peu emmerdant, quoi. On augmente le risque d'accident vasculaire cérébral chez des patients qui ont déjà un risque d'AVC majeur. Bon, c'est un peu embêtant. Et le rapport bénéfice-risque, il est clairement défavorable. Et c'est des médicaments qu'il faudrait utiliser avec beaucoup de parcimonie. Les seules recommandations, donc maladie d'Alzheimer, hallucination, idées délirantes, agressivité pour un traitement de courte durée, c'est-à-dire moins de 6 semaines pour l'agressivité, avec le Risperdal, donc l'agressivité, qui vient compliquer la maladie d'Alzheimer. Certaines publications, certains articles recommandent l'Abilify ou le Xeroquel dans la maladie d'Alzheimer, mais là on est clairement hors AMM. Mais bon, je pense qu'on est assez sécure, on n'est pas plus dangereux qu'avec du Risperdal. Mais bon, on est hors AMM, donc il vaut mieux que ça se passe bien, parce que sinon on est hors des clous. Si vous tombez sur une famille un peu procédurière, on va vous dire, mais pourquoi vous avez utilisé ce médicament ? Qu'est-ce qui vous autorise à l'utiliser ? C'est pas marqué dans le Vidal. Oui. Tous les autres, c'est du bricolage, sans aucune preuve d'efficacité scientifique. Et donc tous augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral et globalement d'événements cardiovasculaires. Tous. Bon. Maladie à corps de Lévy, retenez l'Eponex, clozapine, excellent niveau de preuve. Xeroquel éventuellement, mais sans niveau de preuve, et tous les autres sont contre-indiqués. Et alors là, dans la démence frontotemporale, vous n'en utilisez aucun, parce que vous risquez d'aggraver les troubles. Donc là, c'est facile. Les anxiolytiques, l'efficacité est souvent décevante.
On observe un épuisement de l'efficacité qui nécessite une augmentation des doses et on voit souvent une dépendance assez rapide. Donc, bien entendu, on parle des benzodiazépines et on va privilégier des benzodiazépines à demi-vie courte. Je ne sais pas si... Oui, je vous ai mis après. On va utiliser les benzodiazépines pour un traitement ponctuel, pas plus de 8 semaines. Et on va l'utiliser sur les attaques de panique et on ne va pas les utiliser sur l'anxiété généralisée, encore moins dans l'insomnie. Donc vous voyez, actuellement ce que l'on voit dans l'utilisation des benzodiazépines, c'est pas du tout ça. On est complètement hors des clous. On va privilégier, donc si vous avez une anxiété généralisée, prenez plutôt un antidépresseur et je recommande la sertraline. Pour des attaques de panique, on va utiliser des anxiolytiques à demi-vie courte. Donc idéalement, le trio de tête, c'est le Seresta, demi-vie 8 heures. Donc au bout de 8 heures, vous avez éliminé la moitié du médicament, ce qui veut dire que la moitié reste encore dans le sang. Et il faut compter théoriquement 5 demi-vies pour une élimination complète, 5 demi-vies. Donc 5 x 8, 40 pour le Seresta. Temesta, 10 heures. Xanax, 12 heures. Donc faites le compte, 5 demi-vies, ça fait 60 heures. Ça commence à faire. Donc ça veut dire que pour éliminer complètement un comprimé de Xanax, il faut 3 jours. L'Hypnovel, magnifique, mais normalement réservé aux soins palliatifs. On contre-indique l'Atarax. On a dit, c'est un très bon anxiolytique, mais très 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 anticholinergique. Donc chez les vieux, c'est non. Non, non et non, pas d'Atarax. Je ne dis pas que c'est un mauvais médicament, mais dans notre population, c'est non. Et on peut utiliser des antidépresseurs sédatifs, en particulier à nouveau la myocérine qui peut marcher, et puis éventuellement des médicaments comme le Stresam, la buspirone. Bon, c'est des anxiolytiques qui ne sont pas de la famille des benzos. Bon, ça peut marcher, c'est gentil en général, c'est pas miraculeux, ça se saurait. Les hypnotiques et le traitement de l'insomnie, la seule indication c'est l'insomnie d'endormissement. Pas d'efficacité sur les éveils nocturnes et le réveil matinal. Et par contre, tous ces médicaments augmentent le risque de chute, en particulier en cas de levée nocturne. Et on sait que les patients âgés se réveillent souvent la nuit et se lèvent pour aller uriner. Donc ça augmente le risque de chute. Bon, donc c'est pas GLOP, ces médicaments. On évite à nouveau tous les antihistaminiques. Pourquoi? Vous l'avez compris, ils sont tous très anticholinergiques. Le Teralène, l'Atarax, le Donormil. Étonnamment, le Donormil est toujours en vente libre. Or, c'est une sacrée saloperie, ce truc. On évite les benzodiazépines. Donc, même si on peut utiliser du Xanax, Seresta, Temesta pour l'anxiété, parce qu'ils ont une demi-vie courte, on ne va pas les utiliser pour les troubles du sommeil. On peut utiliser du Stinox ou de l'Imovan, souvent à demi-dose par rapport à la dose adulte, donc ça veut dire 5 mg de Stinox, 3,75 mg d'Imovan, maxi 4 semaines, et éventuellement des benzodiazépines hypnotiques de type Avlan ou Noctamide, là aussi maximum 4 semaines. Bon, autant vous dire qu'au bout de 4 semaines, on revient au point de départ parce que le patient ne va pas mieux et dort toujours pas mieux. Et l'alternative, ça peut être soit des antidépresseurs sédatifs, donc le Norset ou la myocérine. Et moi, je pense qu'il faut développer l'utilisation de la mélatonine que l'on peut donner on commence à 3 et on augmente par palier 3, donc 3, 6, 9, éventuellement 12 mg. Ça peut marcher, ça peut fonctionner avec peu d'effets secondaires malgré tout. Donc ça c'est pour les médicaments de l'insomnie. Et puis on va vite passer sur les régulateurs de l'humeur. Les régulateurs de l'humeur, c'est les traitements de choix du trouble bipolaire, ce que l'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. Alors, éternel débat. Le trouble bipolaire est-il un trouble psychotique, oui ou non? Bon, je pose la question. On n'a pas la réponse. Enfin, en tout cas, les réponses sont contrastées. C'est le lithium, la dépacote, le Lemictal, la dépamide. Ces médicaments sont souvent proposés dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie à court de Lévy. Pas d'études, pas d'efficacité, donc on oublie.
Et de temps en temps, bah voilà, moi j'ai des espèces de raptus où je vais l'utiliser dans l'impulsivité. Ça marche pas. Je pense que ces médicaments ne fonctionnent que si vous avez un authentique trouble bipolaire. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis les médicaments à l'étude. Donc on attend, s'il vous plaît, sortez-nous la trazodone, qui est en ATU dans la démence frontotemporale, de variant comportemental. Donc ça marche très très bien, la trazodone. C'est très étudié, mais voilà, la prescription est assez contrainte quand même. Il faut passer par une autorisation temporaire d'autorisation. Et puis on attend encore plus, avec plus d'impatience, parce que bon, la trazodone on l'a, hein, c'est compliqué, mais on l'a. Et la pimavansérie, elle est indiquée aux États-Unis dans le traitement de la maladie de Parkinson, plutôt des hallucinations et des troubles psychocomportementaux dans la maladie d'Alzheimer. On attend la MM en France. Les études sont très prometteuses, bien entendu dans la maladie à corps de Lévy, et peut-être même dans la maladie d'Alzheimer. Donc voilà. Et puis il y a d'autres molécules, le brexpiprazole, le dextrométhorphane, le dronabinol, ou le nabilone. Alors les deux derniers, surtout le nabilone, c'est le CBD. Et le CBD, vous savez ce que c'est, je suppose. En tout cas, actuellement, les magasins de CBD fleurissent dans les rues commerçantes. Allez à Digne, sur le boulevard Gassendi, vous avez une banque, vous avez un magasin de téléphone portable, un magasin qui vous vend ou qui rachète de l'or, et un magasin qui vous vend du CBD. Donc il y a beaucoup de magasins. C'est extrait du cannabis, hein. C'est extrait du chanvre indien, de la bœuf, quoi. Donc c'est pas la substance psychoactive, psychodysleptique qu'on appelle delta-9-tétrohydrocannabinol, mais c'est un médicament qui aurait des vertus anxiolytiques, apaisantes. Bon, je pense que c'est intéressant, c'était étudié. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, j'ai un copain qui est médecin coordonnateur, qui a mis tous ses patients sous CBD. Bon, c'est pas très scientifique quand même tout ça. C'est pas très prouvé, quoi. Je pense que c'est pas dangereux, hein. Je préfère qu'on donne du CBD que du Risperdal. Mais bon, ça n'engage que moi. Je pense que c'est des médicaments qui sont sans doute prometteurs. Mais voilà, c'est du cannabis. Voilà. Donc bien utiliser les psychotropes. On a presque fini notre cours, hein. Cibler le trouble dominant, faire si possible de la monothérapie et éviter la soupe, c'est-à-dire les mélanges improbables de médicaments. Analyser les besoins du patient et puis surtout éviter de prescrire à la demande de l'institution pour soulager la famille ou parce que il n'y a pas assez d'infirmières ou d'aides-soignantes dans le service, on manque de personnel et donc pour que les patients soient calmes, on les met tous sous goutte de Loxapac. C'est non, non, non et non. Il faut refuser ce genre de pratique. Alors on a fini. En guise de conclusion, je voudrais citer un de mes maîtres, le docteur Alain Smag, qui écrivait en 2005 la phrase suivante: « Les troubles du comportement, agitation, agressivité, apathie, désinhibition ne sont pas des actes insensés, mais peuvent être utilement considérés comme l'expression en acte plutôt qu'en parole d'une souffrance multifactorielle que l'équipe soignante doit analyser pour la soulager, pour une prise en charge combinant des actions non pharmacologiques et l'utilisation rationnelle des médicaments. » Alain Smag était sans doute un précurseur dans la prise en charge des troubles du comportement, c'est un de mes maîtres. Et effectivement, il écrivait ça en 2005, c'est pas si vieux que ça. Et je trouve que cette phrase n'a pas pris une ride et qu'il faut la prendre par cœur parce que effectivement, c'est pas des actes insensés, mais justement, il faut essayer dans notre pratique de soignant, il faut essayer d'en décrypter le sens pour comprendre la signification de ces actes afin de les soulager par l'utilisation combinée des méthodes non pharmacologiques, même si l'évidence médecine ne montre pas de preuve d'efficacité.
on va oublier on va faire une petite entorse et on va continuer à former les soignants à la prise en charge non médicamenteuse et surtout l'utilisation rationnelle des médicaments, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir avant de mettre un médicament, évaluer son efficacité, savoir mettre un médicament et surtout savoir le retirer. Et ça, on a beaucoup de mal. Et je vais finir par une phrase qui est moins politiquement correcte, mais que j'adore citer, qui est de Jérôme Pélissier, qui écrit dans son livre « La nuit, tous les vieux sont gris », 2003, vous voyez, c'est à peu près contemporain. S'il vous plaît, messieurs les gouvernants, ministère de la Santé, directeurs d'hôpitaux, cadres, les cadres, ils y sont pour rien, les pauvres. Je pense qu'ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. Donnez-nous les moyens de soigner correctement les vieux, s'il vous plaît. On fait un métier magnifique, le métier de soignant est un métier magnifique, mais c'est un métier excessivement difficile. Et donc Jérôme Pélissier écrit dans son bouquin « La nuit, tous les vieux sont gris ». Qu'il soit difficile, usant et très éprouvant de s'occuper d'un vieux dépendant ou dément est une évidence. Ça, jusqu'à présent, il ne nous apprend rien, Jérôme, là. Cette évidence, elle ne doit pas pour autant rendre excusable la maltraitance. Elle rend en revanche absolument inexcusable la manière dont les pouvoirs publics, via leur politique vieillesse, laissent s'aggraver les carences et les dysfonctionnements qui conduisent justement les aidants et les soignants à s'épuiser et à s'user. Voilà ce qu'écrivait Jérôme Pélissier en 2003. Je crois que cette phrase est toujours d'actualité et je pense qu'on peut la reprendre aujourd'hui parce que nous sommes en 2022, bientôt 2023, 20 ans se sont écoulés et clairement, la nuit est tombée, pardon, et clairement, il s'est strictement rien passé. Alors, je vais mettre une autre lumière, c'est affreux ça. Non, c'est pire encore. Bon, peu importe. Clairement, on n'a pas progressé, pas beaucoup progressé dans les moyens humains de prendre en charge nos patients âgés. Et voilà. Donc, merci mes amis soignants. Merci mes frères soignants. Voilà. On fait partie de cette communauté. Moi, je suis docteur. Vous êtes futur infirmier. On travaille. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Nos patients ont besoin de vous et moi. On travaille ensemble. On fait pas le même boulot, mais dans la même finalité. On fait un boulot magnifique, merveilleux, mais dur, très éprouvant, mais très, très, très satisfaisant. Et donc, il nous faut les moyens d'effectuer ce travail. Donc voilà, mes amis soignants, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce cours qui a duré tout de même 1h46. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère vous revoir en cours pour vous donner le cours en live. Et puis, si vous avez suivi ce cours jusqu'au bout, eh bien, je vous félicite pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi un très très beau métier. Accrochez-vous, on a besoin de vous. Et voilà. Mais c'est un métier qui va vous donner, comme il me donne, énormément de satisfaction. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.